Bonjour. On attend encore quelques secondes, l'heure juste à 15 heures avant de démarrer. Très bien, il est 15 heures. Bienvenue au webinaire d'Atlantic Finance consacré à la cession et à la valorisation des sociétés informatiques au sens large. Notre présentation qu'on s'est efforcé de faire la plus synthétique possible va durer à peu près 30 minutes. À l'issue de ces 30 minutes, on consacrera une séance de questions-réponses, questions que vous pouvez poser dans l'onglet chat en bas à droite de l'interface. Et vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation, avant donc la séance, à peu près séance de réponse dans 30 minutes. Le webinaire est enregistré et le replay sera disponible. Vous recevrez un mail dans la foulée de cet événement pour accéder quand vous le souhaitez au replay. Alors tout d'abord, Atlantic Finance. On est un cabinet de conseil en fusion-acquisition, cabinet de M&A, 100% consacré à l'informatique. L'informatique pour nous, c'est conformément à ce qu'on trouve sur le marché, des éditeurs de logiciels, des ESN, donc anciennement SS2I, des sociétés de services, mais aussi des sociétés technologiques ou des sociétés Internet ou e-commerce. On intervient, on peut dire quasiment exclusivement dans le cadre de mandats de cession, c'est-à-dire que nos clients sont tous des actionnaires, très souvent dirigeants, donc de sociétés informatiques, qui nous confient la cession de leur société, et clients pour lesquels, on le verra un peu plus en détail au fur et à mesure de la présentation, on trouve différents candidats acquéreurs que l'on met en concurrence. On fait aussi de temps en temps de la recherche de financement. Notre siège est à Paris dans le 8e et on est deux, Étienne qui va se présenter et moi-même, à avoir fondé et à diriger le cabinet. Moi-même, donc Hervé Camus, je suis de notre duo avec Étienne le pendant métier opérationnel, issu de l'opérationnel, puisque j'ai été dans les années 90 commercial chez des éditeurs. J'ai ensuite été fondateur, dirigeant et cédant d'une ESN que j'ai vendue en 2009. Et dans les années qui ont suivi, pendant les 10 années suivantes, j'étais directeur général opérationnel d'éditeurs de logiciels sur des entités entre 7 et 15 millions d'euros à peu près. Avant de laisser la parole à Étienne, quelques mots sur les quelques transactions que l'on a citées ici à droite de notre slide, des transactions sur lesquelles on est intervenu pour le compte des cédants. On peut citer Gamasoft, l'éditeur de Paris que l'on a vendu aux American Talent il y a un peu plus de 2 ans, ou encore Prosim qu'on a vendu au gros groupe industriel de manufacturing français, le groupe FIV, à peu près 2 milliards d'euros. Plus récemment, depuis le début de l'année, on a vendu les sociétés Edilogic et JLB. Je laisse maintenant la parole à Étienne qui va se présenter. Je reprendrai la parole un petit peu plus tard. Bonjour à tous. Et effectivement, moi, j'ai un parcours financier. J'ai démarré dans l'audit chez le défunt Arthur Andersen, qui est aujourd'hui en France Ernst & Young. Puis j'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui fait du LBO, CVC. Et ensuite, j'ai eu une première incursion dans la technologie chez Infony. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'univers des transactions financières depuis une trentaine d'années maintenant. Et exclusivement dans l'IT depuis un peu plus de 5 ans. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les méthodes de valorisation qui sont appliquées spécifiquement aux sociétés IT ? La première idée, c'est qu'il faut savoir, c'est que les sociétés se valorisent toujours selon des méthodes comparatives, c'est-à-dire qu'on va comparer votre société à une société qui lui ressemble, du même métier, de la même taille, du même profil financier. Et dans l'univers IT, c'est, sauf exception, extrêmement rare, donc on va considérer que ça n'arrive quasiment jamais. D'autres méthodes qu'on trouve par ailleurs dans les livres de finance, mais qui ne sont pas appliquées par les praticiens, comme des méthodes patrimoniales ou comme des méthodes d'actualisation de cash flow.
Ensuite, il faut savoir qu'un prix est différent d'une valeur. Une valorisation, c'est toujours un calcul, mais à la fin de l'histoire, vous ne vous contentez pas, vous, en tant que cédant, de recevoir un fichier Excel, mais vous voulez un virement, vous voulez des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, c'est bien le prix de marché qui fait foi. Et il faut savoir que le prix résulte d'une négociation. Là, la valorisation, elle résulte d'un calcul. Et quelquefois, il peut y avoir un écart entre les deux. Et notre travail, à nous, conseil, c'est de faire en sorte que l'écart soit en faveur du prix et que vous ayez un peu mieux que ce qui peut résulter d'un calcul. Ensuite, parlons chiffres. La manière dont on s'y prend, nous les praticiens sur le marché, et c'est vrai en France et à l'étranger de manière assez universelle, c'est que pour valoriser une entreprise, en fait, pour les ESN, on prend son excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire son résultat d'exploitation avant amortissement et provision, à laquelle on applique un multiple et duquel on retranche la dette nette. Et pour les éditeurs de logiciels, c'est un peu différent. On s'intéresse à l'ARR, qui en français veut dire le revenu récurrent annuel, auquel on applique un multiple et duquel on retranche également la dette nette. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, il faut savoir que quand on parle d'EBE ou l'EBITDA pour les anglo-saxons, qui est peut-être un acronyme que vous avez déjà entendu, il y a ce que vous publiez dans vos comptes, mais il y a aussi en fait un certain nombre de retraitements, pour faire court, d'améliorations qu'on peut appliquer à ce résultat parce que ça correspond à des charges non récurrentes ou à des impacts sur votre gestion qui sont non valides chez le repreneur. Donc, il faut savoir que ce que vous publiez dans vos comptes, dans votre liasse fiscale que vous sort votre expert comptable à la fin de l'année, ne va pas être nécessairement l'agrégat qui va être retenu pour la valorisation. Et ensuite, pour les revenus récurrents des logiciels, pour les abonnements ou pour les ventes de licences, pour ceux qui sont encore on-premise, il faut savoir qu'en fait, tous les RR ne se valent pas et que plus la contractualisation est longue, plus la récurrence est importante, plus ça aura de la valeur. Ensuite, quel multiple? En fait, ça varie beaucoup suivant un certain nombre de choses. Le premier impact qui affecte le multiple de valorisation, quel qu'il soit, c'est la taille de la société. Plus une société est grande et importante en volume de chiffre d'affaires, plus le multiple sera élevé. Ensuite, il y a la croissance. Vraiment, la croissance des ventes, c'est un des facteurs dans une conjoncture économique qui est un peu bataillée, qui va faire envie aux acquéreurs. Donc, plus votre dynamique de vente est forte, plus le multiple sera élevé. Et ensuite, évidemment, il y a la rentabilité. Plus la rentabilité est importante, en fait, plus le multiple sera amélioré d'autant. En lien avec la croissance, il y a évidemment le potentiel de développement. Si vous êtes une société stable ou si c'est une société qui a une dynamique de croissance de manière pluriannuelle, c'est-à-dire en gros quel est le potentiel que va acheter votre acquéreur, parce que vous qui êtes le vendeur, vous basez sur le passé, mais l'acquéreur, lui, il se situe dans le futur. Donc plus le futur est riant et intéressant, plus il sera enclin à payer cher. Ensuite, il y a qui vous achète, ce qui n'est pas tout à fait neutre. Un acteur stratégique, un concurrent direct pourra mettre une prime, là où un financier sera plus strict dans son approche. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de financiers qui s'intéressent à l'informatique. Ensuite, évidemment, il y a qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez 100% du capital ou seulement une quote-part? Plus l'acquéreur aura le contrôle, plus il sera enclin à payer cher. Ensuite, il y a comment vous vendez. Si vous faites ça tout seul et que vous menez des discussions un peu sans ordre, ou si vous faites ça de manière structurée, avec un conseil qui met en œuvre une méthodologie, un process organisé. En général, notre expérience, c'est qu'un process organisé, ça organise une tension concurrentielle qui produit des résultats sur le prix. En gros, quand on vend bien, on vend plus cher. Et ensuite, il y a la conjoncture, celle de l'économie globale et celle du marché des transactions. Nous, nos observations, c'est qu'aujourd'hui, sur l'informatique, même si la conjoncture n'est pas bonne globalement, la conjoncture des transactions dans l'informatique est encore bonne. Ensuite, un détail qui n'en est pas un, c'est comment on calcule la dette nette. En fait, la dette nette, c'est
votre trésorerie retranchée de tous les emprunts bancaires, les crédits baux, les locations financières. Voilà, et quelquefois, si vous avez accumulé une trésorerie au fil des années, ça peut représenter un montant d'ajustement du prix qui est assez significatif. Mais dans tous les cas, c'est peut-être le sujet qui donne moins lieu à négociation parce qu'un euro vaut un euro. Donc, on ajuste systématiquement le prix du montant de la trésorerie et de la dette. Très bien. Alors, on vient de voir avec Étienne les critères de valorisation au point de vue purement financier que va avoir en tête un candidat acquéreur qui va s'intéresser à un dossier quel qu'il soit, que ce soit un ESN, un éditeur ou un autre type de société. Ici, on va regarder les points d'attention de ce même candidat acquéreur au point de vue métier, non plus financier, pour les ESN. Dans la slide suivante, on sera sur les éditeurs. Alors, donc, ces points d'attention, ils vont permettre au candidat d'affiner sa valorisation et il aura en tête, consciemment ou inconsciemment, deux thématiques. La première, c'est les risques. Quels risques, à tout moment du processus de cession, un acquéreur se pose la question, presque tous les jours, est-ce que je ne prends pas trop de risques? Quel risque je prends à procéder à cette acquisition? Et la deuxième thématique qu'il a en tête, c'est les potentiels tout court, dont le potentiel de développement commercial, développement éventuellement produit pour un éditeur. Donc, il faut bien avoir en tête ces deux thématiques dans la tête d'un candidat acquéreur. Donc, on a listé en 4 grandes catégories les ventes, le positionnement, la partie RH et la partie finance. Finance avec évidemment l'importance du TJM moyen sur l'ensemble de l'ESN. On ne va pas rentrer dans le détail à ce stade. En revanche, on voulait vraiment mettre en valeur 2 points qui sont soulignés ici. Le premier, et ces 2 points ont vraiment eu un impact assez, voire significatif sur une valorisation. Le premier point, ce sont les clients finaux. On regarde l'ensemble des clients finaux de l'ESN et on regarde quelle part de ces clients sont gérés commercialement en direct par l'ESN, qu'il y ait ou pas un portage via une grosse ESN. On regarde vraiment quelle part de ces clients, les commerciaux de l'ESN ou les dirigeants ont un lien direct qui leur permet vraiment de maîtriser ce client. Donc évidemment, une ESN qui aura un nombre très significatif en pourcentage de clients gérés en direct aura une valeur plus importante que la même ESN qui, elle, gère beaucoup moins de clients en direct. De la même façon, et c'est le premier en ordre d'importance, on regarde sur l'ensemble des consultants facturés chez un client final, quelle est la part parmi ces consultants, quelle part de ces consultants sont des salariés de l'ESN, d'une part et d'autre part des sous-traitants, qu'ils soient freelance ou pas. Donc de la même façon que pour les clients gérés en direct, une ESN qui a plus de salariés qu'une autre vaudra plus. Ça n'empêche qu'on trouve régulièrement sur le marché des candidats acquéreurs qui sont aussi à la recherche d'ESN avec un modèle un petit peu différent, avec par exemple 100% de freelance. Ça existe aussi, mais globalement, sauf exception, c'est un petit peu moins valorisé. Donc voilà pour les points d'attention métiers s'agissant des ESN. Maintenant, la même chose pour les éditeurs de logiciels. En 4 catégories, donc le positionnement entre un candidat acquéreur selon son profil va s'intéresser plus ou moins à un éditeur de solutions métiers ou à un éditeur de solutions techniques. Sa valorisation sera proportionnelle à la valeur stratégique qu'il apporte au dossier, et puisqu'on est chez les éditeurs, à la valeur stratégique qu'il apporte à la solution de la société cédée. Côté vente, il y a un point qu'on voulait vraiment mettre en valeur, et Étienne l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'importance du chiffre d'affaires récurrent, du vrai chiffre d'affaires récurrent. On entend chez un éditeur le chiffre d'affaires récurrent, celui en général issu des abonnements qui est assorti à un contrat avec un engagement dans la durée multi-annuelle de la part du client final. Et on observe depuis qu'on est sur ce marché de la fusion-acquisition sur l'informatique,
on observe vraiment l'importance de l'ARR à la fois en montant, en valeur absolue, et aussi, on pourrait même dire, et surtout, à la croissance de ce récurrent. Le marché est vraiment très sensible à la croissance en chiffre d'affaires et a fortiori pour un éditeur en ARR, en récurrent, à sa croissance pour arriver à des valos plus importantes, y compris décorrélées des multiples qu'on a évoqués tout à l'heure au point de vue financier. On peut citer aussi rapidement, au point de vue juridique, l'importance de la propriété intellectuelle, que ce soit au point de vue juridique, mais aussi au point de vue technique, de façon à ce que idéalement la totalité du code appartienne bien à l'éditeur que l'on voit. Alors ensuite, on peut se poser la question comment maximiser le prix de vente. Effectivement, la plupart des transactions, au moins les 2 tiers, on a un paiement comptant, on se met d'accord après négociation sur un prix et échange du prix le jour de la signature. Mais quand il y a des sociétés en croissance, on peut trouver dommage en tant que cédant de laisser cette croissance à l'acquéreur et ne pas en bénéficier soi-même. Donc, il y a de plus en plus aujourd'hui des compléments de prix, en anglais on parle d'earn-out, liés à l'atteinte d'objectifs. Et ça, c'est très pertinent quand votre société est en croissance. Ça l'est moins quand vous êtes globalement sur une activité stable. Mais dès qu'il y a de la croissance, il faut se poser la question de demander un complément de prix parce que ça peut relever significativement votre prix de base. Ensuite, on est dans une conjoncture où le financement pour l'acquéreur n'est pas toujours simple à monter. Les banques, on va se le dire, sont globalement assez frileuses. Et donc, quelque part, participer au financement de l'acquéreur en acceptant d'être payé sur une petite quote-part de son prix un peu plus tard que le jour de la signature, ça permet de faciliter le montage financier pour l'acquéreur et donc de bénéficier d'un prix plus élevé. Enfin, une autre dernière manière d'améliorer son prix, c'est très très fréquent avec les fonds d'investissement. Ça vous sera demandé systématiquement si c'est ce type d'acteur qui s'intéresse à votre dossier, c'est d'affecter une quote-part du prix, 5 ou 10%, chez le repreneur. En fait, vous investissez chez lui et comme ça, vous bénéficiez de la création de valeur et de l'accroissement du prix qui est réalisé grâce aux synergies. Alors, comment vendre votre société dans les meilleures conditions? Schématiquement, on observe 2 façons de céder une société. Soit, on verra un petit peu plus tard, un peu plus en détail, soit on passe en tant que dirigeant actionnaire d'une société informatique par un conseil en fusion-acquisition et on a un vrai process qui est cadré, organisé, rythmé et une mise en concurrence de différents candidats acquéreurs qui simultanément sont mis en concurrence pour obtenir les meilleures conditions. Ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième façon de procéder, alors c'est ce qu'on appelle ici le saut de mouton. On est dans le cas où le dirigeant actionnaire ne fait pas appel à un conseil en fusion-acquisition. Il est contacté, et ça arrive quasiment au quotidien, par un candidat acquéreur qui peut être soit un partenaire, soit un concurrent, soit un autre type de société. Donc, l'actionnaire dirigeant discute, échange pendant des semaines, des mois et des mois avec ce premier candidat acquéreur. Et sauf exception, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Les discussions s'éternisent, essentiellement parce que le candidat acquéreur, lui, personne ne lui met la pression, il n'est pas mis en concurrence et personne ne l'oblige à accélérer le processus. Donc, les discussions s'éternisent et puis l'actionnaire cédant est contacté par un autre candidat acquéreur, donc il discute avec un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. D'où la notion de saut de mouton qui débouche, sauf exception, sur rien. Alors, un conseil en fusion-acquisition, un cabinet de fusion-acquisition, ça sert à quoi? Quel est son rôle et qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre en termes de valeur ajoutée de la part de ce type de prestations? L'une des premières, en tout cas dans l'ordre chronologique, c'est de trouver des candidats acquéreurs. Donc, nous, on a par exemple, alors on fait un travail nous-mêmes manuellement, on a notre réseau qu'on travaille depuis maintenant plus de 5 ans, uniquement dans l'informatique encore une fois. On a aussi un outil désormais basé sur l'intelligence artificielle qui scanne, qui scrolle le monde Internet pour trouver d'autres idées d'acquéreurs.
Le deuxième point, s'agissant du rôle, la valeur ajoutée d'un cabinet, c'est d'argumenter. Vendre une société, c'est une vente, un peu particulière, un peu complexe, un petit peu longue, mais c'est une vente. Et comme toute vente, il faut que la personne représentant ce qu'il vend sache argumenter, contourner les objections, d'où l'importance d'avoir des compétences métiers et pas seulement des compétences financières. On est là, on l'a évoqué, pour imposer un calendrier à chacun des candidats acquéreurs, imposer des dates de réception de documents ou de réponses, avec l'idée toujours derrière tout ça de créer une tension concurrentielle entre les différents candidats acquéreurs. On est là aussi pour gérer les émotions, les tensions. Un process de cession, c'est long, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a parfois, à un moment ou à un autre, des tensions de part et d'autre, soit côté cédant ou auprès des conseils, soit côté acquéreur ou auprès d'un des conseils. Une certaine tension, on est là aussi pour apaiser, mettre de l'huile dans les rouages. L'objectif de tout ça, c'est de permettre aux cédants, aux actionnaires cédants, de connaître la valeur réelle de marché de leur dossier à un instant T et d'obtenir les meilleures conditions. Les meilleures conditions étant notamment les conditions financières, mais pas seulement. Un processus de cession, donc organisé, rythmé, ça dure entre 6 et 9 mois. On l'a découpé ici en 4 étapes. On ne va pas à ce stade rentrer dans les détails. Alors maintenant, ce dont on aimerait vous parler, c'est en fait qui sont les acheteurs sur le marché. Si on commence par se positionner sur les éditeurs de logiciels, il y a évidemment une première famille d'acheteurs, ce sont les gens de votre écosystème, les concurrents directs ou les gens qui ont des solutions complémentaires à la vôtre et pour qui votre solution ferait un complément de gamme. Donc cela, on va dire, c'est la famille des acheteurs naturels. Mais il y a aussi une nouvelle famille d'acteurs qui sont les sociétés un peu généralistes qui empilent les logiciels comme les foncières empilent les immeubles. Le plus connu, c'est la société canadienne Constellation. Mais en France, il y a aussi Softnext, DL Software, Otium récemment. Voilà, il y en a un certain nombre qui achètent de manière assez indifférenciée dans des thématiques très variées, différents éditeurs. Et ils les font vivre sur une assez longue durée, d'ailleurs, de manière parallèle. Ensuite, nous, on l'a vécu avec FIV lors du rachat de Prosim. Il y a des groupes industriels pour qui la composante logicielle est une brique du savoir-faire un peu incontournable. Et donc, dans ce cadre-là, on voit aujourd'hui une nouvelle catégorie d'acheteurs d'éditeurs de logiciels qui sont les industriels. C'est vrai dans l'automobile également, enfin, c'est vrai dans beaucoup de domaines, dans l'électronique également. Donc, on voit une nouvelle catégorie d'acheteurs. Ensuite, il y a évidemment, comme dans l'économie en général, tous les fonds d'investissement et leurs participations qui ont des thématiques d'acquisition. Et les fonds d'investissement sont très actifs dans le logiciel. Il y en a même qui se sont spécialisés sur cette catégorie d'actifs. Enfin, on voit, nous, de plus en plus les family office, c'est-à-dire des dirigeants qui ont vendu leur entreprise, qui connaissent très très bien le monde de la technologie parce qu'ils étaient eux-mêmes à la tête d'un éditeur, qui ont réalisé et qui aujourd'hui souhaitent réinvestir ce produit de cession dans l'acquisition d'autres éditeurs. Et donc, c'est des gens intéressants parce qu'ils connaissent la valeur des produits, ils sont très affûtés dans la compréhension des métiers du logiciel. Donc voilà, de manière brève, 5 grandes familles. Et donc, le message que je vais vous faire passer à ce stade, c'est qu'il faut aller au-delà de votre simple écosystème direct et vraiment réfléchir de manière très large à qui sont les acquéreurs, parce que plus vous avez de candidats, plus vous serez capable de faire augmenter le prix dans le cadre d'une tension concurrentielle, d'une mise en concurrence des différents acheteurs. Ensuite, pour les ESN, il y a vraiment différentes logiques à l'œuvre dans les décisions d'investir et de racheter une entreprise. Il y a d'abord une logique métier. C'est est-ce que j'achète le même métier, mais quelquefois, et de plus en plus, nous l'observons, c'est j'acquiers un nouveau métier, l'hébergement, le cloud, la cybersécurité, sur lequel moi, l'acheteur, je ne suis pas, mais que ce métier ou ces équipes, cette compétence, elle est à l'œuvre dans la cible à laquelle je m'intéresse. Ensuite, il y a une logique client.
Typiquement, ça peut être la taille. Quelqu'un qui est sur des PME exclusivement s'intéressera à un dossier, même petit, s'il est capable de servir des grands comptes. Et la réciproque est vraie. Il y a des gens qui s'intéressent aux grands comptes, mais qui sont un peu démunis pour adresser les PME et qui vont chercher cette compétence dans leurs acquisitions. Ou ça peut être une logique de secteur d'activité, des gens qui voudraient rentrer sur le monde financier et bancaire ou sur la santé et qui n'ont pas cette catégorie de clientèle aujourd'hui en compte et qui vont la chercher, en tout cas une première brique chez une cible d'acquisition. Ensuite, nous, on voit très souvent à l'œuvre des logiques géographiques. Quelqu'un qui est en région et qui n'est pas présent en Île-de-France s'intéressera à un dossier parce qu'il a cette capacité, ou réciproquement, quelqu'un qui est uniquement en Île-de-France et qui souhaite aller un peu plus au large dans différentes régions, va s'intéresser à des gens avec une logique d'agence qui sont au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, pour un peu étendre son territoire. Et puis, il y a une logique financière qui est beaucoup pratiquée par les fonds d'investissement, mais pas seulement, qui est en fait la croissance ayant, comme les avions, deux moteurs, un moteur interne, un moteur externe, qui sont systématiquement à l'affût d'une croissance externe parce que ça fait partie de leur plan stratégique pour grossir. Voilà en quelques mots ce qu'on souhaitait vous dire aujourd'hui. On va passer maintenant à une séance de questions-réponses. Moi, je voudrais, pour terminer, en fait, vous pousser, vous inciter à réfléchir à votre motivation. Parce qu'en fait, tout part de là, c'est ce que vous avez décidé de vendre et pourquoi vous avez décidé, ce que vous ferez après. C'est vraiment, en fait, tout part d'une décision personnelle. Ensuite, à quel moment céder? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est quand vous êtes prêt. J'ai envie de dire, quelque part, si votre société est suffisamment développée, si elle a passé certains paliers de développement. Après, c'est quand le dirigeant se sent prêt à passer la main parce qu'elle est suffisamment structurée pour ne plus dépendre de lui. Ensuite, que ce soit avec nous ou que ce soit avec d'autres, je vous encourage vraiment à travailler avec des conseils parce que nous, l'expérience qu'on a de beaucoup de gens qu'on a rencontrés, c'est que des gens qui ont essayé de faire des choses seuls, finalement, non seulement n'ont pas obtenu de résultats, ont perdu du temps, quelquefois un peu d'argent, mais quelquefois ont même un peu abîmé leur dossier parce qu'il a été sur le marché, mais pas avec la bonne méthode. Et enfin, avant de passer aux questions-réponses, notre conviction, c'est que chaque dossier est différent. Vous avez tous des particularités. Et donc, rencontrons-nous en visio ou en physique. Prenez contact avec nous si vous avez une réflexion sur la session. Nous saurons vous dire très rapidement, et ça ne vous coûtera pas cher, si vous êtes éligible ou pas à une opération. Et on sera ravis d'avoir cet échange avec vous. On vous propose maintenant de passer aux questions. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées par mail en parallèle. L'une des premières, c'est: cherchez-vous des acquéreurs à l'étranger? Oui, c'est quasiment systématique avec les éditeurs de logiciels. Un peu moins fréquent avec les ESN parce qu'il faut une taille critique. Mais clairement, oui, nous on le fait systématiquement. Comme dans la vente de Prosim qu'on a vendu à FIV, le Challenger était américain. Gamma Software a été vendu à un éditeur américain. Enfin, nous, en tout cas, c'est dans notre feuille de route, on regarde toujours les acquéreurs étrangers. Deuxième question, quel est le chiffre d'affaires minimum pour la cession d'un éditeur? De notre point de vue, de notre expérience, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Autre question qui n'a rien à voir, y a-t-il un risque qu'un de vos dossiers soit confié à un junior? J'ai entendu chez nous, chez Atlantic Finance. Non, parce que vous avez la totalité de l'équipe devant vous et on est deux quinquagénaires, il n'y a pas de junior chez nous, donc c'est nous qui traitons les dossiers. Une ESN généraliste avec des indépendants peut-elle se vendre? On a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Oui, en fait, le fait d'avoir des indépendants et pas rédhibitoire à la vente, ça peut avoir un impact sur le multiple, mais ça n'empêche pas la vente. Un dirigeant peut-il partir juste après la cession? Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Quels autres conseils, en plus du conseil en fusion-acquisition, devons-nous prévoir dans le cadre d'une vente? Typiquement, il faut, en plus d'un conseil financier, il faut un conseil juridique, c'est-à-dire un avocat. Très bien. Alors maintenant, on va lire les questions du chat. Pour une start-up, éditeur de logiciels avec beaucoup de R&D, pas ou peu d'ARR, comment estimer la valeur dans le cadre d'une levée de fonds?
En fait, une levée de fonds repose énormément sur le business plan que vous aurez. Donc, ça va énormément se jouer au-delà des acquis et des métriques qui sont atteints sur votre potentiel de développement et sur la crédibilité de ce potentiel. Comment valoriser une société donc en mode SaaS qui a développé une technologie utilisée par 2 ou 3 grands clients mais avec peu d'ARR et qui souhaite s'adosser pour mieux se développer? Je ferai le même type de réponse. Quand on a peu de clients, c'est en fait combien ça coûte d'aller en chercher plus. Et en fonction du potentiel et du coût d'acquisition des clients, on arrive en général à trouver une valorisation. Autre question, quelle est la taille critique? Alors visiblement d'une ESN. Donc la taille critique, j'imagine le chiffre d'affaires minimum pour intéresser le marché. Écoutez, récemment, on a fait une vente d'une ESN qui faisait 2 millions. Donc je pense qu'on est proche d'un point bas. Alors, vendez-vous parfois à des acquéreurs personnes physiques, internes ou externes de l'entreprise? Vous ne citez pas cette sortie possible qui peut aussi être intéressante pour un cédant lui-même entrepreneur. Alors, les personnes physiques, elles ont 2 particularités. C'est qu'elles sont souvent peu de moyens, donc il faut qu'elles soient adossées à un fonds. Et deuxièmement, ce n'est pas des acheteurs professionnels, donc souvent, c'est très long et un peu laborieux. Je ne dis pas que il faut systématiquement les éviter, mais c'est vraiment adapté à des tout petits dossiers et il faut savoir que ça sera plus long et qu'il est quand même plus coûteux de vendre à une personne physique. Voilà, ça bouge. Quelles sont les tailles d'entreprise avec lesquelles vous travaillez? Quels sont les niveaux moyens des multiples de BE et d'ARR? Alors, les tailles d'entreprise, on va dire que nous, on va dire quelques centaines de milliers d'euros, on va dire 500 000 pour faire court, à un peu plus de 10 millions. Enfin, voilà, c'est notre cœur de cible. Les niveaux moyens de multiples de BE et d'ARR, c'est vraiment très, très, très variable, mais du simple au triple, hein, en fonction du profil de la société, de sa croissance et de sa rentabilité. À partir de quelle cible de valo prenez-vous un dossier? On va dire quelques millions. Voilà. Mais il faut qu'on se penche à la fois sur le passé de l'entreprise, mais aussi sur son futur, parce que c'est le futur qui va déterminer la valorisation. Combien ça coûte en tout, y compris le juridique? Proposez-vous le juridique? Alors non, on ne propose jamais le juridique parce que la profession d'avocat est une profession réglementée et nous ne sommes pas avocats. Donc dans tous les cas de figure, il vous faudra un avocat. Si vous n'en connaissez pas, on peut vous en présenter, mais en tout cas, ce n'est pas notre métier. Nous, on est conseil financier et absolument pas juridique. Et combien ça coûte en tout? Ça dépend de la complexité de la négociation parce qu'il y a des négociations qui se passent vite. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus âpres. Donc, les juristes, en général, facturent des heures et donc, plus ils passent de temps, plus ça coûtera cher. Nous, c'est une structure de rémunération un peu différente. C'est sur la base d'un forfait initial plus un pourcentage de la transaction. Avez-vous déjà fait une vente pour une société SaaS avec 1 million d'ARR et rentable? Oui, on est même en train d'en finaliser une normalement avant fin juillet. On peut même rajouter, certaines avec moins d'1 million et d'autres avec plus d'1 million d'ARR. Comment est la dynamique de marché sur les ESN? Y a-t-il un changement à court ou moyen terme? Alors, les ESN, en fait, c'est un monde très varié parce que ça va des gens très spécialisés, des gens plus généralistes, et puis qui ont différentes spécialités techniques. Nous, en ce moment, on s'occupe d'une société qui fait de l'infogérance qui n'est absolument pas touchée par la conjoncture parce que c'est un business qui est plutôt récurrent. La cybersécurité, c'est un peu souvent ça aussi. Et il y a d'autres types de sociétés qui font de la régie un peu lambda, sans spécificité, qui sont un peu plus touchées. Donc, la dynamique de marché, elle est moins vaillante que ce qu'elle a pu être, mais le profil de chaque société impacte clairement à la fois sa valorisation et l'appétit des acheteurs. Nous, ce qu'on constate en ce moment, c'est bien que la conjoncture soit médiocre, il y a vraiment de l'appétit pour des sociétés qui ont des qualités. On avait oublié une question, c'était en ESN, il n'y a pas tellement de revenus récurrents, non, par rapport à un logiciel avec l'abonnement.
Alors oui, comparé à un modèle SaaS avec abonnement, oui, il y en a beaucoup moins dans les ESN, mais il y en a aussi. D'ailleurs, quelqu'un répond oui, les TMA, les tierces annonces applicatives. Oui, tout à fait, mais pas seulement. On a, Étienne l'a cité à l'instant, des ESN, par exemple, spécialisés dans l'infogérance, enfin, l'externalisation de la fonction informatique, surtout pour le mid-market, voire des TPE. Et dans ces business models, on trouve beaucoup de récurrents, qui sont du vrai récurrent assortis à des contrats pluriannuels. Ensuite, une autre question. J'envisage un LBO, pouvez-vous m'aider? Oui, clairement, nous, on connaît bien le monde des fonds d'investissement parce que ça a été mon métier dans le passé. Donc, oui, ce type d'opération, on le fait très volontiers. Alors après, on a une question mais qui est trop spécifique, trop concrète pour y répondre comme ça de but en blanc. C'est la dernière question. Alors, bien entendu, si vous avez... Ah non, pardon, on a une autre question par l'autre billet. J'aimerais vendre à mes cadres, mais ils n'ont pas d'apport financier. Dans ce cadre-là, c'est typiquement une opération avec un fonds d'investissement. C'est ce qu'on appelle un MBO dans le jargon, un management de buy-out. C'est quelque chose de très classique qui s'organise vraiment bien parce que les fonds d'investissement aiment bien s'adosser sur des équipes qui connaissent déjà l'entreprise. Donc oui, c'est tout à fait possible. Très bien. Alors, ça clôt la séance de questions-réponses et ça clôt notre webinaire. Donc, on va vous remercier toutes et toutes pour votre participation. Encore une fois, vous recevrez le lien vers le replay et n'hésitez évidemment pas à nous contacter pour parler du contexte par nature très spécifique à chacun de vos dossiers. Voilà, merci à vous et bon après-midi. En espérant vous voir bientôt dans différents contacts et différents contextes. Au revoir et bel été. Au revoir.